Docteur Gaston Kelfak-Bachny, magistrat en service au ministère de la Justice du Cameroun, vice-président de la Commission nationale OADA du Cameroun. Justement, parlons de l'OADA, l'Organisation pour la modernisation en Afrique du droit des affaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur sa genèse? Sur sa genèse, disons que l'idée de créer l'OADA sous sa forme actuelle est née à l'occasion de la conférence des ministres de la zone franc, les pays de la zone franc et les pays de la CEMA et de la France. Et les réunions de la zone franc se tiennent alternativement dans l'un de ces pays, UEMOA au CEMA et en France. Et nous sommes en 92 lorsque le Conseil des ministres des Finances de la zone franc a lieu à Ouagadougou. Et à l'occasion de cette conférence, les opérateurs économiques vont faire un rapport durant cette conférence pour rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent au niveau juridique et judiciaire en ce qui concerne la protection des activités économiques. On assiste à une stagnation des investissements et les opérateurs économiques expliquent cette stagnation par l'insécurité juridique et judiciaire qu'ils rencontrent dans l'environnement des affaires au sein des pays de la zone franc. Et c'est ainsi que suite à ce rapport, il va être demandé de mener une étude de faisabilité d'une harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et que le président Keba Baye va conduire la tête d'une commission qui aura donc pour mission de sillonner les États en question, ici en Afrique. Et à la fin de sa mission, il va produire un rapport qui va être soumis donc aux chefs d'État pendant leur réunion à l'occasion de la conférence de la Libreville au Gabon. Et il y a donc un projet de traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Les chefs d'État vont approuver le projet et puis demander que ce traité qui était au départ concentré sur les États de la zone franc soit ouvert à tous les autres États de l'Union africaine qui souhaitent donc y adhérer. C'est ce qui explique donc l'article 53 du traité, grâce auquel la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, qui ne sont pas membres de la zone franc, sont aujourd'hui membres de l'OADA. C'est ce qui explique également que la République démocratique du Congo, qui au départ n'est pas de la zone franc, va bientôt, elle a un statut d'observateur en ce moment, va bientôt, très prochainement, devenir membre à part entière de l'OADA. Donc, en quelques mots, voilà ce que je pourrais vous dire concernant la genèse de l'OADA. Oui, quelles sont les conditions pour être membre, puisque la République démocratique du Congo est observateur maintenant? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être Non, c'est-à-dire qu'en février 2010, elle a déclaré qu'elle adhérait. Maintenant, il faut déposer des instruments d'adhésion, de ratification auprès de l'État dépositaire, qui est le Sénégal. C'est-à-dire que quand au plan interne, vous informez vos populations de ce que vous devenez membre de l'OADA, vous prenez des textes, généralement un décret du chef de l'État, qui matérialise l'adhésion du pays, et ensuite ce décret et un certain nombre d'autres instruments doivent être déposés auprès de l'État dépositaire du traité qui, ici, dans notre cas, se trouve être le Sénégal. Donc dès qu'ils auront déposé, ils deviendront membres à part entière. Oui, justement, à Lomé, une réunion importante, le deuxième Conseil des ministres, parlant bien sûr de décisions prises
et l'adoption de quelques actes uniformes, essentiellement le 9e, qui est relatif au droit des sociétés coopératives. En quoi consiste ce droit-là exactement et quel avantage l'environnement des affaires pourra bénéficier de cet acte-là? Bon, le droit des sociétés coopératives, cet acte uniforme va être adopté par le Conseil des ministres à la demande même des acteurs de ce secteur d'activité. C'est en effet les coopérateurs qui, je crois qu'ils ont positivement apprécié ce qui se passe au niveau de l'OHADA, parce que au départ, ce n'est pas une matière qui rentre dans le champ matériel de l'OHADA, le droit des sociétés coopératives. Mais il demande, et comme l'article 2 du traité habilite le Conseil des ministres à intégrer dans le champ matériel de l'OHADA toute matière qu'il estime devoir le faire. Alors, la demande des coopérateurs a été approuvée par le Conseil des ministres et les études ont donc démarré qui vont maintenant aboutir à l'adoption de cet acte uniforme. En fait, vous savez, l'activité coopérative touche à tous les secteurs de la vie. Et là-dedans, il y a une masse monétaire qui circule à travers les établissements de microfinance. Vous comprenez? Donc, l'effet qui va découler de l'adoption de cet acte uniforme, c'est qu'un même droit, à l'image des autres actes uniformes, un même droit des sociétés coopératives va être commun à 17 États parties, c'est-à-dire en tenant compte de l'arrivée imminente de la RDC. Et puis, vous avez le contentieux de l'application des actes uniformes a lieu dans les États parties au niveau des juridictions d'instance et d'appel. Et maintenant, si la Cour d'appel rend une décision relative à l'application d'un acte uniforme comme celui sur les coopératives et que l'une des parties s'estime insatisfaite par cette décision, elle introduit donc un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour commune du judiciaire d'arbitrage qui est basée à Abidjan. Et ça me permet donc de vous rappeler que c'est en fait la clé de voûte du système. Parce que son rôle, c'est de veiller à l'application uniforme du droit uniforme dans les États parties. Donc, qu'est-ce qui est comme avantage d'être à l'OHADA? On a un droit unifié dans des matières bien ciblées qui font donc le domaine du droit des affaires et on veille à la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques au sein d'un même espace donc composé de ces 17 États parties et sous l'œil très vigilant de la Cour commune du judiciaire d'arbitrage qui est en quelque sorte le gendarme de l'application au sein des États parties de ce droit uniforme. On nous a dit tantôt que ces actes ne passent pas nécessairement par l'Assemblée nationale ou bien le pouvoir législatif de chaque pays avant d'être exécutés sur le terrain. Oui, bon, alors, ça me permet de préciser le rôle du Conseil des ministres qui comprend les ministres de la Justice et les ministres des Finances des États parties, n'est-ce pas? C'est l'organe normatif du système, du dispositif OHADA. Et vous semblez vous poser la question de savoir comment des ministres à la place des parlements nationaux prennent des textes qui sont directement applicables. C'est que les souverains, que sont les chefs des États partis à l'OHADA, et en accord avec les parlements nationaux, ont voulu qu'il en soit ainsi. Parce que le droit au OHADA, c'est quoi? C'est une matière qui relève du domaine de la loi. Donc, d'où votre interrogation. Normalement, c'est les députés qui doivent le faire. Mais les chefs d'État, n'est-ce pas, ont la capacité, parce qu'ils sont des souverains, de négocier dans l'intérêt de leur pays des accords et traités internationaux, n'est-ce pas, y compris lorsque l'objet de ceux-ci relève du domaine de la loi. Sauf qu'une fois qu'ils l'ont fait à l'international, lorsqu'ils reviennent en interne dans leur pays, les constitutions de chacun des États partis ont une disposition en vertu de laquelle ils doivent, les chefs d'État, solliciter l'autorisation des parlements nationaux, voyez-vous, pour introduire dans l'ordre interne des traités
qu'ils ont négocié, qui relevaient normalement du domaine de la loi, mais qu'ils ont dû négocier dans l'intérêt des États. Donc c'est comme ça. Vous allez voir que dans les États partis, une fois que les traités ont été signés, ce traité OHADA, au niveau international, a été signé par les chefs d'État, on revient ensuite devant les parlements nationaux pour solliciter l'autorisation. Donc cette autorisation est donnée par une loi d'habilitation. Et ensuite, à la suite de cette loi-là, le chef d'État prend donc un décret, voyez-vous, pour faire introduire dans l'ordre interne, de telle sorte que la crainte que vous semblez exprimer, elle peut être plus apparente que réelle. Parce que finalement, les députés, par le canal de l'habilitation, sont au courant de ce qui se passe. Ils savent ce que c'est que l'OHADA. Ils savent que les actes uniformes sont directement applicables dans les États. Et d'ailleurs, bon nombre d'actes uniformes nécessitent des textes en droit interne pour recevoir une application convenable. Et nos parlements nationaux n'hésitent pas à prendre ces textes-là, voyez-vous, compléter les actes uniformes et faciliter leur application. On va parler un peu finance, vous avez le dernier point d'ailleurs. L'OHADA a bénéficié du soutien financier depuis 1992 jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les bailleurs qui sont derrière? Et comment ça se fait? Est-ce que c'est les pays eux-mêmes qui... Non. Alors, au départ, pour le financement, parce que les chefs d'État, après avoir signé le traité de Port-Louis, avaient donné mandat à leur homologue du Sénégal, d'alors, le président Diouf, voyez-vous, pour mettre en place l'OHADA. Et sur le plan financier, le président Diouf avait sollicité l'appui du PNUD. Vous savez que c'est une institution des Nations Unies, voyez-vous, l'appui du PNUD. Et c'est le PNUD qui a donc aidé l'OHADA à approcher les autres bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale. Donc l'OHADA ne peut que se féliciter de la coopération. Donc c'est par le canal du PNUD que l'OHADA a pu accéder donc aux autres bailleurs que sont aujourd'hui l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, sans compter les partenaires qui sont en réalité des États européens, tels que la France, la Belgique, la Suisse ou même américains, comme le Canada. Ces États, individuellement, à part leur contribution au sein de ces organisations internationales, agissent individuellement en faveur de l'OHADA. Par exemple, le droit de transport terrestre des marchandises, l'acte uniforme et relatif. C'est le Canada qui a financé son élaboration et son adoption. La France, pour le financement de l'OHADA, on avait conçu un fonds dans lequel chacun des États partis devait au départ virer sa contribution qui s'élevait donc à 375 millions de francs CFA. Et la France a versé 4 milliards de francs CFA dans ce fonds-là, pour assurer le démarrage des activités. Donc, la Belgique, vous voyez, le centre d'arbitrage de la Cour commune du justice d'arbitrage, nous savons que c'est la Belgique qui a aidé à le mettre effectivement en place. Donc vous avez comme ça un certain nombre de pays développés qui individuellement assistent l'OHADA dans sa marche. Et à part dans ces pays, il y a donc ces institutions internationales que j'ai citées. La liste n'est pas limitative. Merci beaucoup, monsieur. D'accord.